Voilà. C'est déclaré nul. Et après, Ah bah tout le reste, parce que tout le reste en découle. Hein. C'est ça. Et bien, voilà. Bah ouais. Ça c'est... Alors, disons, je dis pas que toute la procédure est au tapis, mais enfin il y en a quand même une bonne partie. Hein. C'est ça. Voilà. Voilà. Et en fait, le juge, évidemment, il procède avant tout par commission rogatoire, il ne va pas entendre tout le monde dans les quelques centaines de dossiers qu'il a. Il ne va pas faire procéder lui-même, voilà. Alors il passe son temps à signer des commissions rogatoires. En gros, il regarde les Bah, pas forcément, non, il fait les deux. Il y a des fois où il veut entendre la personne lui-même. Oui, oui, les auditions, en général, c'est lui qui les fait. Et par exemple, pour aller faire une perquise et tout ça, il lui faut quand même même quand sa présence, pour les perquises, c'est encore un autre régime, mais par exemple, pour faire des actes d'investigation, il peut dire, allez voir par exemple si telle personne était à tel endroit ou tel moment. Ça, il y a que dans les films qu'on voit qu'il se déplace partout tout seul. Et sur un seul dossier pendant un an, quoi. Voilà, c'est ça. Qu'il soit déjà présent à l'audience pour écouter. À l'audience, non, voilà. Voilà, donc il ne peut pas être partout. Maintenant, voilà, donc maintenant, il y a ensuite, quand il décide, quand il lui semble que l'enquête est terminée, il en avise les parties. C'est l'article 175. Les parties disposent d'un délai d'1 mois si la personne est détenue, 3 mois si elle est simplement sous contrôle judiciaire. Voilà, donc réquisition, observation. À ce moment-là, on peut envoyer un truc, dire non, mon client n'a rien fait, d'ailleurs tout a été démontré, pièce temps, code temps, ou si au contraire ça a montré, ou encore demande, on peut faire encore des demandes d'actes ou des choses comme ça. Ensuite, après, soit une ordonnance de non-lieu, s'il estime que l'instruction n'a pas permis de caractériser, soit rendre une ordonnance de règlement, et à ce moment-là, on est passé, donc, pareil, raison plausible, indice grave et concordant, et maintenant, pour renvoyer, le terme, c'est charge suffisante. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de billes pour que la juridiction de jugement statue sur son cas. Ensuite, après, il peut y avoir un panachage des deux, rendre une ordonnance de mise en accusation et non-lieu partiel s'il y a une partie des infractions. Ensuite, voilà, l'ordonnance de règlement, alors c'est l'ORTC, ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ou OMA, ordonnance de mise en accusation quand c'est la cour d'assises, et en cour d'assises, il devient accusé. Il était donc mis en cause gardé à vue, il est passé mis en examen, et puis là, quand il est devant la cour d'assises, il devient accusé, prévenu devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police. Et on abordera l'audience, quelque chose de supérieur, je pense que vous avez déjà pas mal à digérer. Comme ça. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Oui. Et quand tu dis charge suffisante, Ça va bien, Maintenant, j'ai des questions à vous poser. Hein? Ils n'ont pas un document sur charge suffisante. Il y a de la jurisprudence. Il y a de la jurisprudence sur les charges suffisantes. Maintenant, après, bien entendu, ces ordonnances de règlement, comme les ordonnances de non-lieu, ces ordonnances de règlement comme les ordonnances de non-lieu, et les parties, quand il y a une ordonnance de non-lieu, je l'ai fait 2 fois ces dernières années, appel d'une ordonnance de non-lieu, à chaque fois, la chambre de l'instruction m'a renvoyé tout le monde. Enfin, la première fois, non seulement elle a confirmé les mises en examen existantes, mais elle a ordonné une mise en examen complémentaire pour retour à elle, elle a renvoyé tout le monde, et ça vous dit, il y a des condamnations canon en plus. Hein. Homicide involontaire, une rambarde qui s'était effondrée. Ensuite, il y avait, alors ça c'était une affaire, dirons-nous, pénible, c'était un service d'urgence pédiatrique. Un gamin qui se sentait pas bien, ils ont cru à un rhume, puis à une grippe. Ensuite, ils n'ont absolument pas voulu écouter les parents qui alertaient jusqu'à la mort de l'enfant. Oui, c'était... Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'homicide involontaire, et ça c'est l'élément intentionnel, ça a été précisé sur les délits non intentionnels,
on ne peut être poursuivi pour homicide involontaire, manquement, que s'il y a, pour une personne physique en tout cas, un manquement une faute caractérisée, une faute caractérisée, pas une faute simple, hein. Une faute caractérisée, ou un manquement d'une particulière gravité à une obligation de prudence, à une obligation qu'il ne pouvait ignorer, ou encore un manquement à une obligation légale, enfin une faute caractérisée. Et justement, dans les deux cas de la rambarde et les urgences, ils ont dit c'est des fautes civiles et pas des fautes intentionnelles, au sens du deuxième alinéa de l'article 121.3. Volontaire. Voilà. Oui, pas volontaire. Voilà, alors que bon, ils avaient fait n'importe quoi, ils avaient fait ça à l'économie, et puis ils avaient été d'une désinvolture totale pour ce qui concerne le service des urgences. Juste, Frédéric, j'aimerais bien que tu expliques la jurisprudence. La jurisprudence. Qu'est-ce qu'on entend par jurisprudence? Ah, non, j'en ai pas parlé ce matin. Bon, voilà, la jurisprudence, c'est les décisions de justice qui interprètent les règles juridiques. Ça, c'est comme au pénal, en civil, etc. C'est-à-dire qu'un avocat continue à plaider pour son client ou sa cliente et continue à trouver des pièces et que le juge finit par décider à l'encontre de... Oui, ou pour un principe de droit. Voilà. Pour un principe de droit, c'est-à-dire que le juge interprète les règles, sauf cas rare. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Le juge interprète. Bon, il y a un ou deux cas. Il y a un ou deux cas où il crée des règles, mais bon, c'est comme je l'ai dit, les troubles anormaux de voisinage, ça c'est une création de la Cour de cassation. Bon, il y en a d'autres un peu en droit du travail, ou par exemple quand on avait plus droit à la moindre indemnité, c'était une faute. Il fallait une faute lourde équivalente au dol, ça s'appelle, hein. C'est-à-dire qu'en plus avec un élément intentionnel d'intention de nuire, intentionnel de nuire. Mais là c'était une création de la Cour de cassation avant que ça devienne que ça rentre dans le code du travail. Ça arrive de temps en temps. Voilà. Maintenant. Allez, pose tes questions. Clarifions. Revenons aux essentiels. D'abord, ma chère Aurore, est-ce que tu peux me rappeler les 3 éléments de l'infraction? Ce qui caractérise une infraction. Oh. Alors, premier élément. Justement, voilà. Voilà, oui. Tu peux regarder tes notes, hein. On peut peut-être arrêter j'arrête la vidéo. Non, au contraire, ça permet justement de revoir. De toute façon, j'envoie. 3 éléments de l'infraction. De toute façon, j'envoie le fichier. Hein. J'ai pas répondu. Non, on va laisser un petit peu chercher. Ah, l'élément légal, oui. matériel et institutionnel. Attentionnel. Non, donne. Ah, c'est moi qui m'a... Oui, le donne. Intentionnel. Oui, c'est mieux. Donc matériel, c'est arrivé. Légal, il y a un texte qui dit que c'est pas bien de faire ça. Légal, c'est la punition. Et intentionnel, j'ai vraiment voulu faire ça pour faire mal. Ouais, et non pas par exemple comme ça pour gratter la tête. Très bien, c'est ce que je veux dire. L'affront de la loi. Ça va? Donc il manque un des 3 éléments, il y a pas d'infraction. Donc ça va être difficile de revenir sur ça. Ça va être difficile de revenir sur l'élément légal. Ce qui se discute le plus, c'est l'élément intentionnel. On plaide beaucoup l'absence d'intentionnalité. Je vais blaguer, moi. Je vais pas quand on enlève, quand il y a un élément qui manque, on peut aller vers un délit plutôt qu'une... L'intention. Alors par exemple, oui, et ça on verra à l'audience qu'une juridiction peut toujours condamner pour il ne peut pas condamner pour une infraction supérieure. Une correctionnelle ne peut pas condamner pour crime, mais elle peut condamner pour contravention. Parce qu'il y a 2 dôles, dôle général et dôle spécial. Oui, voilà. Très bien, alors c'est quoi justement la différence? Alors, volonté d'enfant de la loi, le dôle spécial, la volonté de nuire. La loi. Voilà, de nuire. Je veux faire mal. Et l'autre, c'est uniquement la conscience d'enfant de la loi. Voilà, je sais que je fais quelque chose de pas bien. Voilà. Mais je voulais pas quand même faire mal, voilà. C'est juste une infraction, quoi. Voilà. Hein? C'est un dôle spécial, Voilà. généralement. Et l'autre, c'est spécial. Maintenant. Mais là, on ne peut jamais le prouver parce que nul n'est censé ignorer la loi et donc... oui, mais on a vu ce matin. Mais ça, on a vu ce matin, c'est la... Non. Ah. Hein,
Sinon, tu vas regretter ton téléphone, tu vois. Tu sais qu'il y a 3 niveaux d'infraction. Du moins grave au plus grave. Tu peux me donner les 3 du moins grave au plus grave? Une infraction qui s'appelle la, puis le, puis le. Délit. Un, c'est les délits. Ah oui, un, c'est la donc contravention. donc d'abord là. Donc, par exemple, les amendes que tu assures, les voitures, okay. Mauvais stationnement, trop longtemps, tout ça. Ensuite, délit. C'est pour ça, délit. C'est quoi un délit? Non, c'est pas un crime. Justement, c'est les 3. Contravention, délit, crime. Ok. Où finit le délit? Où commence le crime? Par exemple, en termes de peine. Jusqu'à 10 ans pour les délits. Jusqu'à 10 ans pour les délits. Et pour les crimes, c'est après les 10 ans la réclusion. 10 ans plus 1 jour, crime. Voilà. Et en termes d'amende, il y a quoi comme quantum? 1500 euros. Contravention et Au-dessus délit. voilà 2000. Et l'amende maximum en matière de délit? Alors, en matière de délits, c'est 8 000. L'amende maximum? 8 000 pour les délits. Non, il n'y en a pas. C'est 8000 pour les délits? Il n'y en a pas. C'est un piège que je pose. C'est un piège. Il n'y a pas de quantum pour les délits. C'est un piège. Entre voilà, les délits et les crimes. Par exemple, quand c'est... Donc, contravention, délit, crime. Pourquoi j'ai porté 8 C'est 1500. Voilà, 1500 plus. Hein. Pas de quantum d'amende. En matière criminelle, non. Tu as donc une amende qui va de 0 jusqu'à... Contravention. Seulement pour une contravention. Ah, d'accord. Ça y est. Et un peu plus de 1500, c'est les délits. Ok, il n'y a pas de limite crime. Et il n'y a plus de... Voilà, il y a plus de crime. D'accord. Tout ça. Ça va? Pas pourquoi il faut bien clarifier. C'est une bonne chose. Maintenant, il y a des juridictions. Donc la juridiction pour les crimes, elle s'appelle la... Il n'y a rien. La juridiction qui s'occupe des contraventions, ça s'appelle comment? tribunal des Et polices. pour le délit, ça s'appelle un Et c'est le tribunal correctionnel. Magnifique. Très bien. Maintenant, Est-ce que le code de est-ce que les textes dont le code pénal disent qu'il y a infraction et disent que c'est un crime, un délit ou une contravention? Est-ce qu'il le précise? À partir du moment où Moi, j'ai pas compris votre question. Est-ce que les textes précisent la nature de l'infraction quand ils ont la nature? Ils disent c'est un crime, c'est un délit. Les droits pénals spécial, on avait il y a un chapitre. catalogue des ici les 3 types d'infractions là. C'est le quantum de la peine qui va là. Uniquement le quantum de la Voilà. peine. Voilà, parce qu'on a les droits pénals spécial qui établit un catalogue des comportements incriminés, les infractions. Oui, non mais ok. Le plus simple, c'est effectivement le quantum de la peine. C'est en fonction du quantum, on saura si c'est une contravention, un délit ou un crime. C'est tout. C'est le seul critère. Voilà, l'infraction définie comme l'acte qui est sanctionné par une Ça vaut la peine. Défaut de la peine. Une obstruction, Quantum, c'est le chiffre. la peine maximale. Voilà, le montant. Le montant, si tu veux, voilà. Et donc, le droit pénal en général, c'est la théorie de l'infraction. Donnez-moi quelques exemples de circonstances atténuantes. Ouais. Il était sous l'emprise de l'alcool. Circonstances atténuantes. Ça donne un exemple de discussion intéressante. Est-ce que prendre de l'alcool, c'est une circonstance atténuante? Dans les violences. Dani, Dans les violences. Non, c'est fini. Non, depuis 2007. C'est- Depuis la loi du 2007, c'est une circonstance aggravante. les comptes. C'était atténuante et Mais avant 2007, c'était... atténuante. Enfin, Ah, si, si. Même pas. alors, Mais c'est intéressant, parce que si elle y a pensé, c'est que ça avait pu être vu comme une circonstance atténuante. mais est-ce que les circonstances atténuantes existent actuellement? Il existe, mais Ouais. sont modérés, exprimés différemment. C'est pas comme avant. Il y a eu des modulations, des formulations. Non. Eh bien, il n'y a plus de circonstances atténuantes. Il n'y a plus de circonstances atténuantes depuis le premier. Il s'appelle. Non, c'est différent. Il n'y a plus de circonstances atténuantes depuis le 1er janvier 1994 avec le nouveau code pénal. Et c'est ça qui Parce que l'ancien code pénal pénal. fixait une peine minimale
une peine minimale et une peine maximale. La circonstance atténuante permettait de descendre en dessous de la peine minimale. Et maintenant, il n'y a plus de peine minimale. Voilà. Et donc, c'est des peines adaptées. C'est ça. Voilà. Donc plus de circonstances atténuantes. Non. Mais bon, après... Plus de circonstances atténuantes, oui ou non? Oui, mais non, il n'y a plus de circonstances atténuantes en tant que telles. Il y a la prise en compte, il y a la prise en compte de la personne, il y a la prise en compte des faits, voilà. C'est une peine, On va apprécier ça dans la peine individualisée. Mais juridiquement, la circonstance atténuante, juridiquement, elle n'existe plus. Non, non, c'est Voilà. une évaluation. Il faut le dire et faut C'est une l'entendre. évaluation. Ensuite, il y a quand même des circonstances aggravantes là pour le coup. Ah oui. Ah oui. Ouais, mais Non. quelle est la Prendre condition? de l'alcool. On prend l'exemple de prendre de l'alcool. Pourquoi c'est une circonstance atténuante à tes yeux? Parce que c'était marqué dans le texte que si tu étais sous l'emprise de quelque chose, etc. Et alors, effectivement, quand tu es sous l'emprise de l'alcool, tu es sous l'emprise de quelque chose d'extérieur. Enfin, d'une certaine façon. Même si c'est toi-même qui te l'es auto-administré. Mais c'est quand même un élément extérieur. Par exemple, on commet des violences. L'alcool, c'est aussi une faute. On commet des violences légères. On commet des violences légères qui relèvent normalement du domaine contraventionnel. Si on est bourré en même temps, eh bien, c'est une circonstance aggravante qu'on passe dans le délictuel. 3 ans encourus. Si on pose un plus des dommages Alors en fait, sur l'emprise des substances qu'elles sont. Ah bah sous l'emprise de stup, c'est pareil. C'est ça que je suis en train de Ah ouais. dire. alors je trouve l'idée intéressante, pourquoi? Parce que si c'était plutôt vu comme des circonstances atténuantes avant 2007, et si tu y as pensé, c'est parce que on s'arrête à l'idée que on perd conscience. Et s'il y a une altération du discernement de la responsabilité, C'est ça. on peut le voir de ce point de vue-là comme une circonstance atténuante. Mais la vérité, c'est qu'il faut se dire que, par exemple, en matière de circulation automobile, c'est plus évident, le fait qu'on ait un taux d'alcoolémie très important va jouer à contre-emploi sur votre, infraction, votre contravention. Et donc, c'est l'idée plutôt que, quelle que soit la manière dont vous l'avez reçu, vous l'avez ingéré, vous ou quelqu'un d'autre, vous vous retrouvez dans un état où vous ne devriez pas prendre votre véhicule. Vous vous retrouvez dans un état où vous ne devriez pas effectivement faire des choses responsables. Où vous perdez les C'est ça, contrôles de l'idée. vous-même Voilà. et vous mettez Alors, la vraie discussion, mais je trouve que c'est quand même une discussion très intéressante pour un avocat, c'est de savoir quand même si en termes d'intention, à partir du moment voilà, où, premier cas de figure, on a un individu qui prend de la drogue délibérément, il connaît les faits délibérés que ça va avoir sur son comportement, et il va conduire un véhicule où il va tuer quelqu'un. Là, c'est clair qu'il a la totale. Mais si on a quelqu'un, un tiers, qui lui fait ingérer quelque chose, qui en plus a un effet à retardement, c'est-à-dire il prend son véhicule, il commence normal, mais il va avoir les effets à retardement au moment où il conduit. Et là, il tue quelqu'un, il va falloir quand même qu'il y ait un avocat qui prend en considération l'absence d'intention frauduleuse. L'absence d'intention. Oui, mais quand quelqu'un est bourré, maintenant c'est une circonstance aggravante, point barre. Et ben, c'est intéressant, je trouve en tout cas, que pour être réaliste et juste, on devrait en tout cas discuter la question. Ok. Sachant qu'on n'a pas le droit de... Donc, c'est quoi la différence entre le parquet et le juge d'instruction? Alors, les juges d'instruction des peines, il va délibérer face à un acte délictueux ou n'importe pour établir une peine. Par contre, un parquet en tribunal correctionnel Juge d'instruction définit une peine. Le juge d'instruction, comme je l'ai dit, il fait les instructions. L'instruction, c'est l'enquête. Il recherche les informations, c'est tout ce qu'il fait. Donc il ne jugera jamais. Il renverra. Il renverra, mais il ne jugera pas. Ne condamnera pas, ne sanctionnera pas. C'est pas lui qui va prendre la décision c'est les des procureurs qui vont prendre. À partir du moment où on est dans le pénal, ça doit passer devant un tribunal et la personne, l'iniquité à laquelle on croit tous les deux, on va dire qu'il y a un équilibre. Est-ce que le parquet fait l'enquête? Non. Est-ce que le parquet peut décider? Il ordonne l'enquête. Alors, est-ce que le parquet fait l'enquête? Le procureur, oui. Ah bah, le procureur, non mais là on est à l'audience, le procureur prend des réquisitions de peine. Mais c'est ça que Et j'ai ça, dit. on en parle. Voilà, on verra ça après. Mais faisons ça dans un premier temps. Le parquet, tel qu'on l'a vu aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va décider de l'opportunité des poursuites. Donc c'est celui qui va décider on poursuit ou on ne poursuit pas. En fonction des informations qu'il reçoit.
on lui rapporte. D'accord? Ensuite, il y a un juge d'instruction qui est désigné. C'est lui qui fait l'enquête. C'est ça. Comme son nom l'indique, juge d'instruction. Et on distingue bien les deux, parce qu'il y en a un, le parquet, le procureur de la République, qui représente l'État, qui représente l'intérêt de la société, qui dit voilà, il y a eu un trouble à l'ordre public, là, il y a quelque chose qui tombe par rond, voilà. Et donc il faut investiguer. On envoie un juge différent de lui, dit vous investiguez, vous en faites une commission obligatoire pour aller envoyer des policiers nationaux ou des gendarmes nationaux faire l'enquête aussi, mais on enquête en tout cas. Puis après, il y aura quoi? On clôt l'instruction, et puis on renvoie, et on va arriver devant une juridiction. Et là, ce sera encore un autre juge. C'est ça. Cour d'assises, c'est-à-dire jurer plus, décider en première instance. Mais dans tout ça, on n'a pas parlé de la défense, parce qu'il y a le parquet, certes, mais face au parquet, il y a une défense des deux côtés qui permet d'équilibrer les droits de l'un et de l'autre. C'est le procureur a une défense. Non, je te parle du tribunal en lui-même, parce que quand on parle d'infraction, c'est qu'il y a un coupable, ou un présumé coupable, et il y a une victime. Voilà. Donc ces deux-là, quand l'infraction parle d'équilibre et la présence d'un juge, l'enquête, quand il y a une enquête... Quel est le rapport avec ma question sur parquet, juge d'instruction? Parce que tu as parlé que du parquet, du juge d'instruction, et tu as laissé de côté l'investigation quand elle est faite, ou l'instruction quand elle est faite. J'ai juste demandé la différence entre les deux. Elle prend en compte... Ensuite, imaginons que nous soyons donc un policier national, officier de police judiciaire, qui fait une garde à vue. Quels sont les droits reconnus à celui qui est gardé à vue avant même de l'interroger? Déjà, ça dépend des... Des spéciales. Le droit d'appeler quelqu'un. Alors, médecin, avocat. À quelqu'un de la famille. Est-ce qu'il a été dit se taire? Quelqu'un de la famille. Tu as vu dans les Non, mais c'est lors de chaque audition. C'est lors de chaque audition. Il a le droit de garder le silence. Parfait. Ensuite, D'appeler un familial. où sont employeur? Et Ça, on ne le dit pas, c'est pas souvent. On peut appeler son employeur. son employeur. Et, enfin, il a le droit de faire quoi? Un avocat, un médecin, Médecin, signer un avocat, appeler, famille, parler, pas parler, se taire, partir. Alors partir, oui, parce qu'on va l'informer de la manière en gros dont ça va se passer. C'est à la durée et le lieu. On l'informe aussi de l'infraction, mais on ne l'informe pas dès il a été souhaité. Des faits. Parce qu'on veut C'est intéressant savoir quand même. Bien retenir. Et l'avocat, il a accès à quoi quand il vient? L'avocat, Deux choses, c'est-à-dire Trois. l'avocat je vais faire de deux lignes très est clairement. informé des choses qui sont reprochées à son client.